On parle toujours de vieillissement, mais vieillissement en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est simplement un marqueur du temps qui passe. De la conception à la fin de l'adolescence, le vieillissement, il est positif. Et à partir de la fin de l'adolescence, eh bien, on rentre dans une deuxième phase de vie qui est la sénescence. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé et à votre bonne santé. J'ai invité ce matin le docteur Christophe de Gégère. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes médecin, gériatre, chercheur spécialisé dans le vieillissement du corps humain et depuis plus de 30 ans, même plus d'ailleurs. Hein. Oh oui, voilà. On compte plus. Ouais. On compte plus. Tout augmente. Vous êtes sur le sujet. Alors, je dis, vous êtes sur un sujet porteur, puisque cette année, les poids lourds de l'édition se sont engouffrés sur votre thématique. On a Jimmy Mohamed qui a fait un livre dessus, Frédéric Salman. Donc, ça veut dire que la soupe est bonne. En tout cas, ça veut dire que c'est un sujet dans l'air du temps. Non, je crois que c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qui, effectivement, intéresse de plus en plus les gens. Et je dirais même les plus jeunes. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui a 70 ans révolu, qui est déjà dans les histoires de retraite, etc., très souvent, il considère qu'il est même plus concerné. Et on voit apparaître dans nos consultations de plus en plus de gens qui ont 40 ans, 42 ans, 45 ans, et qui se posent la question de se dire, mais finalement, je vais très bien, mais je veux rester comme ça le plus longtemps possible. Je ne veux pas rentrer dans cette notion ennuyeuse de me retrouver un jour malade et qu'on me dise si tu avais su et si tu avais fait avant. Ensuite, et là je me permets... C'est pas la même chose, vieillir et être malade. Sauf que vieillir mène inéluctablement à la maladie. Et c'est la maladie qui vous tue. Avant de vous dire un mot là-dessus, parce que c'est tout de même assez important... c'est vrai qu'ensuite on se pose la question de la légitimité des gens qui un matin se disent je vais parler de cette thématique. C'est pour ça que je soulevais la question. Voilà. Bon. Vous, je dis, je resitue, ça fait 40 ans que vous êtes sur la thématique, vous avez un laboratoire, voilà, vous faites partie des 3 grands spécialistes mondiaux de la sénescence, donc c'est votre truc. C'est mon truc, voilà. Depuis très longtemps. Bon. Donc, une fois qu'on a parlé de la légitimité, de la longévité, je réponds rapidement à cette question de comment est-ce qu'on meurt, pourquoi on meurt. Eh bien, en réalité, on meurt de maladie. Et quand vous avez des gens âgés qui vont mourir dans une maison de retraite, par exemple, en France, on va les enterrer tranquillement. Et aux États-Unis, vous avez eu plusieurs études de grande échelle où les gens ont été autopsiés. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, dans 99% des cas, on retrouve des maladies, des tuberculoses, des cancers, des embolies pulmonaires, toutes sortes même des tuberculoses, toutes sortes de pathologies qui, finalement, ont doucement amené les gens vers la mort. Et comme il est normal dans une maison de retraite, évidemment, et il est normal dans notre conception générale de la vie, de voir qu'avec les années, on s'affaiblit. On a des maladies, on les traite. On ne meurt pas de vieillesse, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Eh bien, oui, c'est très clairement ça. J'avais l'impression qu'on pouvait mourir de vieillesse, moi. J'avais l'impression que les vieilles personnes... C'est justement une idée reçue qui est intéressante, parce que, vous savez, en naissant, on ne sait pas si on sera heureux, malheureux, riche, pauvre, si on va vivre longtemps ou pas, mais on sait qu'on va vieillir et mourir. Donc c'est une sorte de fatalité qui est attachée à ce que nous sommes, et finalement on ne lutte pas contre une fatalité. On l'accepte et on essaie de s'en tirer le mieux possible. Et là, ce qui est intéressant aujourd'hui, et pourquoi c'est intéressant aujourd'hui alors que c'est une préoccupation de tout temps ? Si on regarde dans l'histoire de l'humanité, de tout temps, les gens ont cherché à vivre plus longtemps, mais en restant bien. C'est ça qui est le problème important, c'est ça. C'est que faire pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. C'est pas une histoire de longévité pour longévité. Parce que sinon, quand on parle de longévité, il y a 5 ou 10 ans, les gens immédiatement pensaient à Madame Jeanne Calment, qui est la doyenne de l'humanité, qui s'est éteinte tranquillement à 122 ans, et qui s'est éteinte tranquillement. Et là, on revient à la fatalité. Le vieillissement, c'est normal, on s'affaiblit, on perd ses moyens, on devient dépendant, et finalement, on s'en va, comme s'il n'y avait rien derrière. Et quelque part, nous, d'un point de vue médical, c'est assez intéressant à voir, parce que quand vous avez quelqu'un de très très âgé, qui est très fatigué, quand il va encore plus mal, eh bien raisonnablement, personne n'a envie d'explorer ce qui se passe. Ni le patient, ni la famille, ni le médecin.
parce qu'on est en fin de vie. Et là, on trouverait plein de choses. Mais pourquoi faire ? Et qu'est-ce que ça changerait ? En fait, ce qui est intéressant, c'est d'intervenir sur les premières années, non pas les premières années de vie, mais les premières années de sénescence. C'est-à-dire... Après 20 ans, vous dites ? Oui, après 20 ans. Et le titre du livre, c'est Bien vieillir sans médicaments. Vous, c'est 40. Mais dans votre 40. livre, vous dites que la sénescence, ça commence après 20 ans. Absolument. Alors la sénescence pour tout le monde, parce que c'est un concept que tout le monde ne connaît pas encore, que la sénescence. Qu'est-ce que c'est que la sénescence ? La sénescence, c'est en fait une diminution de nos différentes capacités physiologiques. C'est-à-dire qu'on a des capacités cardiaques, artérielles, respiratoires, rénales, qui arrivent à leur maximum autour de 18-20 ans. En fait, replaçons un petit peu les choses. On parle toujours de vieillissement, mais vieillissement en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est simplement un marqueur du temps qui passe. De la conception à la fin de l'adolescence, le vieillissement, il est positif. C'est ce qu'on appelle, nous, du développement. Et à partir de la fin de l'adolescence, eh bien, on rentre dans une deuxième phase de vie qui est la sénescence et qui est une dégradation très progressive, très insidieuse de l'ensemble de nos capacités. Alors, entre 20 et 30 ans, on a de telles réserves qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, la sénescence. Ensuite, entre 30 et 50, c'est ce que moi j'adore appeler le hold-up de la vie, c'est-à-dire entre le travail, la famille, on a nos vraies 20 plus belles années qui disparaissent. Les plus belles années, c'est pas 20 ans. 20 ans, on est dans l'insouciance. 30-50, et je vois que vous opinez du chef, donc vous êtes bien d'accord avec moi, 30-50. Et puis ensuite... moi je dirais le plus bel âge, c'est 35. Alors je sais pas si j'ai un souvenir, mais je me dis le plus bel âge, c'est 35. On est encore super jeune. Exactement. Voilà, on est libéré de pas mal de choses. On commence à bien travailler. Le bonheur. 40, on commence à se sentir un peu... C'est vrai, vous avez senti ça à 40 moi, j'ai senti qu'à 40 ans, il y a un truc qui se passait. Mais bon, c'est personnel. Bien sûr, et tout ça est personnel. Et vous ? Moi, plus tard, j'ai vraiment senti ça entre 50 et 60. J'ai senti qu'il y avait là quelque chose qu'il fallait effectivement prendre en charge. Mais je veux bien parler de mon cas personnel parce que c'est vrai que je suis doublement légitime. Pourquoi ? 1, parce que c'est mathématique depuis plus de 40 ans. Et 2, parce que moi, j'ai 65 ans. Parce que tous ceux qui vont regarder la vidéo vont dire, mais attends, il a quel âge, lui, pour savoir s'il est congruent, s'il s'applique ce qu'il est en train de nous dire qu'il faut faire. Alors, j'ouvre et je ferme vite la parenthèse. Oui, je m'applique les choses parce que sinon, je trouve que ça serait une véritable escroquerie de recommander des choses qu'on ne s'applique pas. Bon, bref. Bien, donc, ce qui est important, alors après, j'ai pas 30-50 ans. J'ai pas fini. Oui. Et ensuite, 50-60. Et c'est là où, en fait, les pathologies vont s'inscrire dans notre organisme, mais ne s'expriment pas encore. Elles vont s'exprimer entre 60 et 70. C'est d'ailleurs pour ça que l'espérance de vie en bonne santé tourne autour des 64-65 ans en moyenne. Au-delà de 70 ans, on rentre dans les complications des pathologies. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est le même phénomène qui nous accompagne depuis l'âge de 20 ans et qui doucement va nous abîmer. Et là, il y a deux types de gens, en fait. Il y a les gens qui s'en rendent compte et les gens qui ne veulent pas s'en rendre compte. Et on voit que de plus en plus de gens, aujourd'hui, sont préoccupés de ça. Alors, ils sont préoccupés de ça parce que c'est dans l'air du temps, de plus en plus de gens en parlent. On voit certains Américains comme Brian Johnson qui adorent se mettre en scène et qui filment chaque instant de leur vie. Et les gens se disent, pourquoi pas moi aussi, finalement. Et c'est quelque chose qui n'est pas étrange parce que, regardez, j'adore la comparaison automobile, mais votre voiture que vous conduisez, finalement, elle va s'user quelque part. Et qu'est-ce que vous faites pour la garder en bon état ? Eh bien, vous faites de la maintenance. Vous l'amenez au garage alors qu'elle roule, qu'elle démarre, qu'elle freine, qu'elle tourne, elle va bien. Et puis vous l'amenez au garage et à ce moment-là, le garagiste va regarder 50 points, 100 points, 150, 200 points et il va corriger là où il y a des déficits. Et c'est ça qui est notre job aujourd'hui en tant que physiologiste de la sénescence, c'est corriger toutes les anomalies qui existent dans le corps humain. Ça, c'est fondamental, c'est ce que vous développez dans votre livre. On va parler de ces corrections qui sont possibles. D'ailleurs, vous avez cette image, ayez pour votre corps la même approche que pour votre voiture. Donc voilà.
Quand vous avez une voiture à essence, vous mettez pas du gasoil dedans. Alors, ça c'est encore... Il y a le côté maintenance et ensuite il y a le côté utilisation. C'est vrai que notre corps, il faut l'utiliser correctement, il faut le nourrir correctement, il faut... Et ça, c'est l'exemple de la voiture à essence. On ne met pas du gasoil dedans, on met de l'essence. Et si on a une voiture à gasoil, on ne met pas d'essence dedans. Donc, et ensuite, il y a l'utilisation de la voiture, l'utilisation de notre corps. Et l'utilisation de notre corps, ça implique effectivement de l'activité physique. Je ne parle pas d'activité sportive, je parle de l'activité physique. Et là, il y a beaucoup de choses à raconter. C'est vrai que beaucoup de gens pensent qu'ils ont une activité physique satisfaisante parce qu'ils ont un peu plus d'activité que leurs voisins, que leurs amis, etc. Mais moi, je vais en salle de sport parce qu'il y a des machines et ça peut être utile. À quelle fréquence ? Alors, l'idéal, c'est 3 fois par semaine. Moi, je fais 3 fois par semaine, mais je gère ça un peu différent. C'est-à-dire que j'ai une séance le lundi, je vous raconte les choses. Non, mais c'est pour qu'on voit ce que fait un spécialiste de la sénescence. Un malheureux spécialiste de la sénescence, parce que en fait, il faudrait faire encore plus. Mais lundi, et puis j'ai 2 séances le samedi matin et samedi après-midi, et étant effectivement parfois obligé d'aller à certains endroits, certaines séances sautent. Et c'est là où on se rend compte qu'on part sur un principe d'un minimum de 3 séances. Pour ouvrir une parenthèse, une séance par semaine, c'est de l'entretien. À partir de 2 à 3 séances, on commence à gagner quelque chose. 4-5, on peut le faire, mais on ne gagne pas tant que ça. Donc l'idéal, c'est 3. L'idéal, c'est 3. Mais quand on est occupé, eh bien, et tout le monde le ressent, eh bien, parfois, il y a une séance qui saute. Parfois, on part en congrès, ailleurs, 2 séances qui sautent. Donc, en impliquant 3 séances, la plupart du temps, on n'en fait que 2 en moyenne. Donc, vous voyez que c'est compliqué, y compris pour quelqu'un comme moi, qui sait quel est l'intérêt au quotidien de cet entraînement. Mais, si on veut encore s'amuser un peu plus, moi, pendant que je fais des exercices, je regarde ce que font les autres, évidemment. Et là, vous vous rendez compte que des gens qui disent qu'ils font 1 heure de sport, ils font en fait que 20 minutes. Parce qu'on discute avec les copains, parce que finalement, la machine n'est pas dispo, il faut l'attendre. Et en plus, on est dans le confort. Parce que quand vous avez l'habitude de pousser un petit peu, de faire un peu de musculation, finalement, vous préférez rester toujours sur les mêmes choses que vous êtes capable de faire sans difficulté, et vous n'avez pas envie d'aller au-delà. Sauf qu'il faut aller au-delà, mais il faut le faire intelligemment. Il faut que ça fasse un peu mal. Un peu mal, voilà. Je vais donner du professeur. Maintenant, vous êtes docteur. C'est le docteur Christophe de Gégère qui est mon invité aujourd'hui et qui publie Bien vieillir sans médicaments dès 40 ans aux éditions du Cherche Medi. En termes de vieillissement, c'est l'âge physiologique de notre organisme qui est important. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, en fait, on a 3 âges. On a l'âge chronologique, que tout le monde connaît bien. Ça nous sert à 18 ans à avoir le droit de passer un permis de conduire, à aller voter, à partir à la retraite. On a un âge ressenti, et ça, il a été très étudié par les Américains, c'est-à-dire que, quel que soit notre âge chronologique, on a l'impression d'avoir un certain âge, et cet âge est toujours inférieur à l'âge chronologique. C'est-à-dire que dans sa tête, on est toujours plus jeune. Exact. C'est-à-dire que, et il est plus bas au maximum entre 50 et 65 ans. C'est-à-dire à 65 ans, on a l'impression d'avoir 10 à 15 ans de moins. Donc 50. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, on se dit, mais moi, j'ai besoin de personne, je suis jeune. Alors que c'est pas vrai. La roue tourne et c'est comme les compteurs kilométriques de votre voiture. C'est faux. Elle marche bien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas énormément de déficits qu'il va falloir corriger. Et ces déficits vont faire le lit des maladies. Et puis, il y a l'âge physiologique. Et l'âge physiologique, c'est l'âge réel. Et ça, comment est-ce qu'on le trouve ? Alors, on peut le trouver, on peut le ressentir soi-même si on s'observe un peu. C'est-à-dire que à 20 ans, on est capable de monter 5 étages sans s'arrêter. À 40, peut-être que 3. À 65, on sera à 2. Certains à 1. Mais donc,
si on a un petit peu de mémoire, on se dit, ouais, je diminue. Et souvent, on a un mécanisme de déni ou un mécanisme de défense. C'est que du coup, on va plus les monter, ces escaliers, on va prendre l'ascenseur. Et on va se dire, finalement, tout va très bien. Alors que non, tout va pas très bien, nos différentes capacités diminuent. Et on peut le faire scientifiquement, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de machines qui vont regarder comment notre capacité pulmonaire évolue, comment notre débit cardiaque va évoluer, comment notre rigidité artérielle va évoluer. Alors ça fait partie des items que vous évaluez pour calculer l'âge physiologique. Hein. Exactement. Il y en a combien en tout ? Alors, en fonction des bilans, nous, on en a une 50aine, si vous voulez, qui nous permet effectivement de regarder comment évolue la peau, le cerveau, les os, la composition corporelle, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en médecine, on a des références, mais ces références tiennent compte du vieillissement. C'est-à-dire que si à 60 ans, par exemple, on mesure un certain nombre de critères, on va vous dire, oui, vous n'êtes pas malade, même si vous avez perdu 30% ou 40% de vos capacités, c'est normal compte tenu de votre vieillissement. Mais on est dans le vieillissement. Et aujourd'hui, ce qui intéresse la plupart des gens, c'est qu'on essaye de le moduler, ce vieillissement. On ne va peut-être pas dire forcément de l'inverser, on peut inverser un certain nombre de choses. Alors, ça aussi, c'est très important d'un point de vue sémantique. C'est qu'il ne faut pas parler de réjuvénation, il ne faut pas parler de ce genre de choses. On va moduler la sénescence, on va la ralentir, parfois l'inverser, mais on ne va pas rajeunir. Rajeunir, c'est du côté un peu mystique. C'est le cerveau, les gens essaient de vendre un truc. Non. C'est du travail, justement, d'essayer d'inverser une évolution. Mais on y arrive. Un os peut redevenir plus dense. On peut faire du muscle. Et moi, dans les cours que je donne à la fac de médecine, je montre régulièrement la coupe IRM d'une cuisse d'un homme de 92 ans qui, en 3 mois, fait plus 44% de masse musculaire. C'est possible, même à 92 ans. Et je dis toujours aux étudiants qui sont là, il n'y en a aucun qui fait plus de 92 ans. Donc, vous voyez, vous pouvez, et je dirais même plus, vous devez. Même si c'est inéluctable, avec le temps, on perd de la masse musculaire. Alors pourquoi est-ce qu'on perd de la masse musculaire avec le temps, justement ? Alors, la masse musculaire, d'abord, il faut réfléchir à une chose qui est fondamentale, c'est à quoi ça sert le muscle. Parce que souvent, les gens pensent que ça sert qu'à jouer au foot ou aller faire des courses. Non. Le muscle est un élément important de notre physiologie, et en particulier c'est une réserve de protéines. C'est également quelque chose qui va jouer sur notre métabolisme de base, et le métabolisme de base se dégrade, en partie effectivement parce qu'on perd du muscle. Qu'est-ce que ça va être ? Ça va être la façon de consommer du sucre au repos. Plus on a de muscle, plus on consomme de sucre, et donc on lutte contre un phénomène, un mécanisme très important du vieillissement, c'est la glycation. Donc, alors, il faut expliquer ce que c'est que la glycation. Alors, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont connus depuis les années 1960, de mécanismes du vieillissement. Un de ces mécanismes est justement la glycation. Alors, qu'est-ce que la glycation ? C'est tout bêtement, c'est lié au sucre. On mange des sucres. Ces sucres vont se balader dans tout l'organisme, ils vont être utilisés par un certain nombre de phénomènes, par exemple les muscles, par exemple le foie, etc. Et puis tout ce qui sera en trop va juste diffuser et va se comporter dans l'ensemble de notre corps, au niveau de la peau, du cerveau, des nerfs, des artères, va se comporter comme une glu. Ça va coller ensemble des protéines, les rendre inefficaces et déclencher une réaction immunitaire, une réaction inflammatoire. Et donc ça va consommer de l'énergie, ça va coûter des protéines, ça va créer de la sclérose. Et donc ça, c'est un mécanisme très connu de la sénescence. Chacun peut agir dessus en mangeant moins de sucre et en faisant plus de muscles. Et c'est là où on retrouve la question que vous me posiez tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce qu'on perd du muscle ? Alors, il y a des choses très classiques. La masse musculaire, en fait. On va parler de masse musculaire. Vous avez
parfaitement raison. Je vois que vous avez lu mon bouquin en détail et ça, je vous en remercie. Tout à fait. J'ai même relu. Donc, le muscle, je l'avais dit au départ, il va diminuer de masse parce que d'abord, la première cause, c'est la sédentarité. C'est qu'on l'utilise moins. La deuxième, alors je ne vous les mets pas dans un ordre strict, la deuxième chose, c'est qu'on perd des alpha-motoneurones. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est des petites cellules neurologiques qui vont innerver le muscle, et comme on les perd du fait de la sénescence, ça stimule moins le muscle, et donc il a tendance à l'atrophie. Il y a le fait que les gens mangent moins de protéines. Vous savez, c'est haro sur les protéines. Et les muscles, c'est des protéines. Donc, les muscles sont moins nourris. Enfin, il y a tout ce qui va tourner autour du système neuro-hormonal. Il faut des hormones pour nourrir également le muscle et l'aider à se développer. Et ensuite, alors, bon, il y a d'autres causes qui sont moins connues, mais il y a aussi tout ce qui va détruire le muscle, et c'est tout ce qui va toucher autour de l'inflammation. Et l'inflammation, et puis il y a des protéines qui sont inflammatoires, il y a des hormones qui sont inflammatoires et qui vont effectivement favoriser ce qu'on appelle, nous, la sarcopénie, c'est-à-dire l'insuffisance de muscles. Et ce diagnostic de sarcopénie, parce que là ça devient important, c'est un diagnostic qu'on ne trouve en médecine que si on le cherche. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement faire des examens pour pouvoir mettre en évidence cette anomalie, et ça veut dire faire une composition corporelle, donc une mesure des différents compartiments corporels. Alors, une notion fondamentale, écrivez-vous, qui va devenir incontournable dans le domaine de la santé, c'est celle de correcteur physiologique. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un correcteur physiologique ? Alors, un correcteur physiologique est une substance qui est normalement présente dans l'organisme, mais qui l'est moins en vieillissant. Donc, du coup, on va le corriger, mais exactement molécule par molécule. C'est-à-dire que si vous avez une carence dans une molécule X, on donne X. On ne donne pas une plante Y ou un médicament Z, on donne X. Donner X, ça veut dire corriger de la façon identique, physiologiquement identique, un déficit. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ça s'oppose par exemple aux médicaments. Quand vous prenez un antibiotique, un antidépresseur, un anti-inflammatoire, ce sont ce qu'on appelle des xénobiotiques, des molécules étrangères au corps humain. Vous n'avez jamais eu d'antibiotique dans votre organisme. Donc c'est ça qui est intéressant. On a aussi certaines substances qui ont des effets anti-inflammatoires, comme le curcuma par exemple. Beaucoup de gens parlent de curcuma dans les phénomènes rhumatologiques. C'est un xénobiotique. Il n'y a jamais eu de curcuma, sauf si vous êtes un être humain, vous n'avez jamais eu de curcuma dans votre organisme. Donc, c'est ça la différence. Et quand on est un physiologiste, on a vraiment à cœur de ne rien introduire de différent dans l'organisme tant que c'est possible. Ensuite, il peut y avoir des raisons qui vont nous pousser à être un peu plus, peut-être à pousser vers autre chose pour avoir un effet. C'est une spécialité d'expert, hein. On bricole pas, on se substante pas avec des hormones qu'on achète sur Internet. Alors, faut doser. Il faut toujours doser, il faut savoir ce qu'on fait. C'est complexe, hein. Alors, beaucoup de gens qui parlent de santé, ou beaucoup de gens se disent, bon, les médecins, c'est pour la maladie. Moi, je suis pas malade, donc j'ai pas besoin de médecin. Donc, je prends mes conseils sur Internet. Ça, s'il vous plaît, non, non, non et non. Votre médecin pourra toujours vous accompagner. Tout à l'heure, vous me parliez de... S'il est formé, enfin, vous voyez... Mais il connaît beaucoup de choses, le médecin, quand même. Regardez la vitamine D. Bon, la vitamine D, vous le rappeliez tout à l'heure, c'est pas une vitamine, c'est une hormone. Vous êtes le seul à le dire, hein. Ah non, je suis pas le seul à le dire. Ouvrez n'importe quel livre de physiologie, n'importe quel livre d'hormonologie, il est bien noté que c'est une hormone stéroïde, mais c'est une réalité, mais sauf que c'est pas du politiquement correct. Aujourd'hui, en France, on considère, et dans beaucoup de pays du monde, on considère qu'une hormone, c'est presque mal. Parce qu'une hormone... C'est dangereux, c'est cancer. Cancer, mais aussi, lorsqu'on arrive dans des périodes sportives, bientôt le Tour de France, c'est aussi le dopage.
Donc, d'un côté ou d'un autre, c'est pas bien. Et on considère, ça a été par exemple aussi un problème du traitement hormonal de la ménopause, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces femmes qui ne veulent pas vieillir ? Donc, c'est briser un tabou, c'est aller à l'encontre de la nature. Alors que ces hormones ne sont que des messagers chimiques qui vont d'un endroit à un autre et qui font passer un message. Elles ne sont ni mauvaises, ni bonnes, mais elles peuvent être dangereuses si mal utilisées. Mais est-ce qu'on est vraiment carencé en hormones D ? Alors, c'est moche, hein, vous voyez, quand on dit hormones D, ça choque. Ça fait pas la même chose. Non, ça choque. Comme on le dit, tout le monde dit 90% de la population est carencée en... Ouais, c'est juste. Donc oui. Et est-ce qu'on pourrait le trouver dans l'alimentation ? Non. D'accord. Non. Alors si, mais vous l'avez peut-être connu, moi je l'ai connu, c'est l'huile de foie de morue. Mais il faut aller un petit peu plus loin que ça, parce que ce qui est important, c'est pas la notion, c'est pas parce que 90% ou plus de la population est carencée qu'il faut prendre ça ou ça. Il faut savoir quel est votre statut à vous. Et c'est toute notre force de physiologiste, c'est de mesurer. Peut-être que finalement vous avez un bon métabolisme, peut-être que pas. Et donc on regarde, tiens, vous avez une carence. Donc on va la corriger et on va pouvoir à ce moment-là la réévaluer. Bien vieillir sans médicaments dès 40 ans, c'est le titre du nouveau livre du docteur Christophe Degeer, qui est notre invité aux éditions du Cherche Midi. Les hormones dont on parlait tout à l'heure, ce sont des médicaments ou pas ? Alors, les hormones peuvent être des médicaments dans certains cas. Mais dans ce qui nous intéresse, je parle de l'endométriose ou des choses comme ça, quand il y a une maladie qui est liée. Mais là, dans le cas présent, si vous voulez, dans le cadre de la longévité, non, ce sont des substances physiologiques. Et ces substances physiologiques vont diminuer avec le vieillissement, parfois brutalement. Alors brutalement, c'est le cas de la ménopause, que les femmes connaissent et redoutent. Autour de la cinquantaine, ça s'arrête plus ou moins brutalement. Mais nous, les hommes, si vous regardez notre testostérone, entre 20 ans et 50 ans, on en perd 50% tout de même. Alors donc, du coup, on a le temps de s'y habituer. C'est pas très brutal, c'est très progressif. Enfin, la ménopause, c'est pas du jour au lendemain non plus. Ah, il y a des zones qui peuvent être complexes, c'est-à-dire... Ça peut prendre parfois des mois et des mois, mais chez certaines femmes, c'est assez brutal. Donc, en fait, la ménopause, il y a tous les cas de figure. Vous avez des gens qui vont avoir quelques bouffées de chaleur et c'est passé. Vous avez des gens qui vont avoir des bouffées de chaleur que nous, on décrit comme invalidantes et qui vont prier pour que ça s'arrête et qui sont prêtes à sauter par la fenêtre. Et puis, il y a tous les intermédiaires. Mais ce qui est important, c'est que le traitement hormonal de la ménopause est un traitement qui vise à supplémenter quelque chose, deux hormones principalement, que sont l'estradiol et la progestérone, mais qui sont terriblement impliquées dans le fonctionnement d'une femme, dans son fonctionnement physiologique. Et ça va toucher l'ensemble de la femme, c'est-à-dire ça va toucher, là on commence par en haut, il y a les cheveux, il y a la peau, il y a le cerveau, il y a les os, il y a les artères, il y a le comportement, il y a énormément de choses qui vont être impactées par ce manque d'hormones. Et il ne suffit pas de dire « j'ai pas de bouffée de chaleur » ou « j'ai plus de bouffée de chaleur », c'est donc que finalement c'est pas aussi important, ces hormones sont pas aussi importantes. Si, ça veut simplement dire que vous passez au travers de la symptomatologie, mais la réalité que connaît votre corps, elle est négative. Donc il y a une très grande différence entre les deux. Alors expliquez-nous le rôle de la carence hormonale dans le vieillissement. Lorsque une hormone sert, comme je le disais tout à l'heure, c'est un messager chimique. Donc ça va servir, par exemple, à maintenir des os avec une certaine densité. Ça va servir à maintenir une certaine trophicité musculaire, etc., etc. Quand vous perdez progressivement, brutalement ces hormones, quand le message de stimulation n'existe plus, eh bien, la cible de l'hormone va forcément commencer à s'atrophier, à diminuer de taille. C'est évident, par exemple, sur la peau, c'est évident qui va s'affaisser. Alors, par exemple, sur la peau, quelle est l'hormone qui rentre en jeu ? Principalement les œstrogènes.
D'accord ? Donc la peau change beaucoup à la ménopause. Elle changera moins rapidement s'il y a un traitement adapté derrière, mais la peau, sinon, elle va s'amincir, elle va perdre sa graisse sous-cutanée, il y a des petites ridules qui vont commencer à s'installer, ensuite des rides, etc. Donc ça, c'est l'aspect important. Et je ne peux pas m'empêcher de vous parler d'un syndrome qu'on appelle le panhypopituitarisme de l'adulte. Le panhypopituitarisme de l'adulte. Alors, on oublie. C'est un syndrome intéressant, dramatique. Ça a été découvert, décrit au début du siècle dernier par Simons et ensuite par Chian. Et le cas dramatique, c'est quoi ? C'est une femme qui va accoucher. Elle va avoir un accouchement très hémorragique. Elle va avoir une baisse de sa pression artérielle considérable et sa glande, son hypophyse, va être en partie ou totalement détruite. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que l'hypophyse est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle va sécréter un certain nombre de stimulines hormonales qui vont aller vers la thyroïde, vers les corticosurrénales, etc., vers les ovaires. Et lorsque ces stimulines vont disparaître, eh bien la sécrétion hormonale va disparaître. Et qu'est-ce qu'on observe ? On observe un syndrome de vieillissement accéléré. Justement, tout ce qui va avec le vieillissement va apparaître en quelques jours, quelques semaines chez cette femme et qui va finir par la tuer. Donc, dramatique, l'enfant qui naît, la mère qui meurt. Les progrès de la médecine ont permis d'identifier ces carences et de donner la possibilité de traiter ces carences. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que toute cette symptomatologie de vieillissement accéléré disparaît. Et donc moi j'appelle ça un modèle de vieillissement réversible. Et donc c'est passionnant parce que, encore une fois, on n'a pas le temps de décrire ça, mais on pourrait y passer des heures. Chaque partie de notre corps va se modifier au cours de cet élément. Mais aussi des éléments biologiques. Par exemple, le cholestérol va se mettre à monter, on va devenir anémique, on va être constipé, on va être fatigué, la tension va baisser, enfin, la peau va devenir complètement amincie et se flétrit, et tout ça peut changer. Donc ça vous montre... Alors tout ça peut changer parce que ça peut être corrigé, c'est ça que ça veut dire ? Oui, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, vous êtes un correcteur, c'est ça que vous... Enfin, quand je dis un correcteur, vous dites que finalement, vous apportez des corrections hormonales, et autres, mais sur tous les plans, on va dire, physiologiques. C'est une réponse. Alors, physiologique est très important comme terme, parce qu'on n'est pas dans la pathologie, on n'est pas dans la médecine traditionnelle de traiter une maladie. On est là pour, justement, s'intéresser à la sénescence et essayer de corriger au mieux, de façon très... mesurer, très contrôler les différents aspects de notre sénescence. Pour que ça reste comme avant. Pour que ça reste comme avant. Il ne s'agit pas de le faire à l'américaine où on commence à surdoser. Le surdosage est toujours une très mauvaise chose parce que ça va vous mener à des pathologies. Donc, c'est pas mieux. Si on dépasse la dose, on n'aura pas plus de résultats. C'est ça que ça veut dire, comme souvent d'ailleurs. Surtout, on va arriver à saturer les systèmes et on va arriver à des maladies de surdosage. Donc, il faut vraiment rester extrêmement adapté et il faut savoir aussi dire non à certains qui souhaiteraient aller plus loin. Non, c'est pas raisonnable. Trop, c'est pas bien. Alors, vous listez un certain nombre d'hormones. Alors, il y a une qui est très connue, qui a été très connue, la DHEA, qui est tombée un petit peu de mode. Là, pareil, victime de procès. Non, il n'y a pas du tout de procès. C'est-à-dire que c'était l'hormone de jouvence et on s'est lassé. Évidemment. Est-ce que les gens ont été déçus des résultats ? Enfin, je ne sais pas, à une époque, on avait l'impression que la DHEA, c'était la panacée. C'est une vieille molécule qui a été découverte par le professeur Budenhout aux États-Unis dans les années 50.
Bon, elle a été popularisée en France par Émile-Étienne Beaulieu dans les années 2000 et ça a bénéficié d'une couverture médiatique immense. C'était l'hormone de jouvence, c'est-à-dire que on pouvait tranquillement rester allongé ou assis dans son canapé, se prendre sa petite bière et son cornet de frites en regardant le match de foot, mais comme on allait prendre sa pilule de DHEA, on allait vivre éternellement et bien. Ben non, évidemment, c'est pas ça. Donc, forcément, on est parti dans un excès. Ensuite, évidemment, il y a eu le retour de bâton. Tout a été dit et son contraire. Mais la réalité physiologique, elle est que si vous n'avez pas de DHEA dans votre corps, Monsieur Robichon, ben vous mourrez. Parce que c'est un élément essentiel, c'est un maillon essentiel du fonctionnement des stéroïdes. Et sans stéroïdes, vous êtes mort. Alors, il y a des règles très strictes, écrivez-vous, notamment de prescription et de correction d'équilibre de la DHEA. Là encore, on ne fait pas n'importe quoi, on ne va pas sur Internet. Alors, il y a d'autres hormones, par exemple, une qui est très connue, mais dont on parle que de 2 effets, c'est la mélatonine, par exemple. Alors, la mélatonine, c'est effectivement, là aussi, une hormone qui est connue depuis longtemps, qui est sécrétée par la glande pinéale, et on la connaît surtout dans le sommeil et jet lag. Donc ça, c'est les 2 principaux effets. D'ailleurs, vous la trouvez maintenant dans toutes les pharmacies. Il y a une quinzaine d'années, les gens se disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» On ramenait de la mélatonine des États-Unis. Tout à fait. Ouais. Et c'était bizarre, c'était presque une drogue cachée. Enfin bon, maintenant, dans toutes les pharmacies, vous trouvez ça. Donc les choses évoluent. Sauf que c'est utilisé simplement sur l'aspect induction du sommeil. C'est aussi utilisé, et il y a un médicament connu que je ne citerai pas, comme antidépresseur. Donc ça, ce sont des effets qui sont bien connus. Mais il y a des tas d'autres effets. Ça joue sur l'immunité. On a vu qu'il y avait, c'est un excellent antioxydant, en particulier cérébral, etc., etc. Et donc vous voyez que c'est une hormone qui est très ubiquitaire et qui peut avoir un certain nombre d'effets positifs. Mais là encore, ça mérite d'être dosé. L'hormone de croissance, alors beaucoup plus utilisée de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. On sait moins son action directe sur le processus de vieillissement. Qu'est-ce que vous en pensez de cette hormone de croissance que moi je pensais destinée aux enfants? Oui, l'hormone de croissance ne joue pas que sur la croissance. C'est une hormone de réparation, en fait, qui est sécrétée la nuit et qui va aider notre corps à se réparer. Elle est d'usage très complexe parce que si vous prenez trop de mélatonine ou trop de DHEA, par exemple, ou trop d'œstrogène ou de testostérone, votre corps va s'en débarrasser très vite. Mais l'hormone de croissance peut provoquer un diabète, peut provoquer des déformations osseuses qui ne vont pas régresser. Donc l'usage est extrêmement complexe et moi que je recommande pas du tout. Alors c'est vrai qu'on a vu par exemple, il y a une vingtaine d'années, certains médecins en prescrivaient pas mal et nous, on nous avait demandé de mesurer leur âge physiologique avant et après. Et ce qui nous a frappé, c'est que ces gens étaient pleins d'énergie. On pouvait les voir dans une salle d'attente, on pouvait reconnaître quelqu'un qui était sous hormone de croissance. Et malheureusement, leur vieillissement artériel était très supérieur à ce qu'on pouvait s'attendre à trouver. Donc, finalement, ça peut être très bien ponctuellement, mais vous allez en payer le prix. Et on voit aussi par cet intermédiaire-là que il ne faut pas considérer la sénescence comme ayant une seule cause. C'est une multitude de causes et c'est une multitude de process qu'il faut mettre en place pour jouer sur l'ensemble. C'est d'une complexité folle. Ma sénescence à moi n'a rien à voir avec la vôtre ou avec une tierce personne. Donc, si on veut tenter d'agir intelligemment sur votre sénescence et améliorer la qualité de votre vieillissement, à ce moment-là, ça veut dire des mesures. Le temps passe vite, je vais juste terminer sur un produit qui défraie la chronique, c'est le collagène. Alors c'est pas une hormone, le collagène, mais le corps en produit beaucoup. Est-ce que ça a un intérêt de faire des cures de collagène marin, par exemple, comme on nous dit Alors, notamment pour le rajeunissement de la peau, les intestins. Alors, le collagène,
pas nous, mais de façon générale, on le retrouve indiqué pour des problèmes effectivement de vieillissement cutané, mais aussi de vieillissement articulaire. Le collagène, il est produit par le fibroblast, il est produit par les chondrocytes, et en prenant de l'âge, eh bien, nos différents systèmes en produisent de moins en moins. Alors quand vous prenez du collagène, il est détruit dans votre estomac. Donc ensuite, c'est des débris de collagène qui vont peut-être être repris par votre intestin. Si vous avez une forme de collagène... Donc vous êtes en train de dire que ça a peu d'intérêt. Si c'est détruit par l'estomac. Il y a des gens qui disent qu'ils s'en trouvent bien. Donc je ne veux pas non plus bien sûr. dire que leurs sensations sont fausses. Il y a des gens qui disent je me sens mieux, je n'ai plus mal au genou, j'avais mal au genou, j'ai pris du collagène. C'est votre avis scientifique que je demande. C'est sur l'intérêt de faire des cures de collagène. C'est très compliqué de répondre à ça parce qu'on ne peut pas mesurer le collagène. On ne peut pas mesurer votre collagène sanguin et on ne va pas faire de biopsie pour regarder quelle est la production de collagène dans votre peau. Donc là, ça rentre sur un autre domaine. Moi, mon domaine, c'est la mesure, avant, après. Et ensuite, donc là, corrige. On ne peut pas mesurer les résultats. Et, dernière chose, il y a des collagènes qui sont sous forme de capsules gastro-résistantes et qui vont passer mieux, mais tout ça est ensuite très difficile à mesurer. Bon, il faudrait qu'on fasse une émission, docteur Christophe de Gégère. Bien vieillir sans médicaments dès 40 ans, c'est le titre de votre nouveau livre aux éditions du Cherche Midi. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Doc. Merci beaucoup. Et passez une très belle journée en très bonne santé sur Beurre FM.